Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Coronavirus au Bénin, les lieux commerciaux sous tutelle de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema sont mis à rude épreuve face au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Nous avons fait le constat au marché d'Antokpa et à Ganhi. Nous parlerons de la rentrée scolaire pour voir quelle est la part du Made in Benin parmi les ouvrages inscrits au programme dans le curricula des formations scolaires. Et puis, vous avez envie d'investir dans la terre, mais vous avez des difficultés pour accéder au financement. Dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. On démarre cette édition par une brève. 23 septembre, la communauté internationale célèbre ce mercredi la Journée internationale des langues des signes. C'est une occasion unique pour soutenir et protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que l'ensemble des personnes qui utilisent la langue des signes. Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 12 millions de personnes sourdes dans le monde entier et 80% d'entre elles vivent dans les pays en développement. Des barrières de sécurité, des marquages au sol pour le respect des distances physiques, la prise de température, un sens de circulation unique. Aucune de ces mesures pour stopper la propagation de la Covid-19 ne sont imposées aux usagers des marchés de Cotonou. Vous vous en doutez peut-être, mais le constat est perceptible. Les précisions dans ce reportage. 31 mars 2020, la note de service que voici a pris effet. Ce document rappelle à tous les usagers des marchés sous tutelle de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema le port obligatoire du masque de protection. 6 mois après sa mise en vigueur, la Sogema précise sa stratégie de mise en application. Nous faisons des descentes régulières dans le marché pour pouvoir contrôler, superviser le port de masque qui est obligatoire pour tous les citoyens. Le port du masque est obligatoire dans les marchés sous tutelle de la Sogema. Mais ici à Dantokba, bon nombre d'usagers peinent à respecter la décision. C'est les vendeuses qui ne portent pas assez souvent. Mais les clients qui viennent payer dans le marché, vous allez constater que c'est eux qui portent souvent les masques. Du marché d'Antokpa à celui de Ganhi, le constat est le même. Ici, les mesures barrières contre le coronavirus sont connues de tous, mais les appliquer n'est pas une priorité pour certaines commerçantes. Elles ne croient pas encore à l'effectivité de la maladie. Moi, je vais jusqu'à leur montrer des photos comme quoi j'ai des parents qui ont souffert de la Covid et il a fallu qu'on se dépêche très vite pour pouvoir les récupérer. Certaines femmes comprennent, d'autres pas du tout. Pour que toute présence à visage découvert dans les lieux à forte concentration humaine ne soit un vecteur de propagation du virus, des voix s'accordent pour des sanctions. Aujourd'hui, maintenant, si la Sogema dit aujourd'hui maintenant qu'il va commencer par sanctionner les gens qui ne portent pas le masque dans le marché, moi, je vois que c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut commencer par sanctionner ces gens-là parce qu'ils se disent assez robustes après la sensibilisation, passer à la vitesse supérieure et punir. En attendant de passer à l'étape des mesures drastiques pour lutter contre le relâchement des gestes barrières face à la Covid-19 dans les marchés, la Sogema est dans la sensibilisation. La maladie est déjà parmi nous. Et donc pour éviter sa propagation et sa contamination, il urge que chacun respecte les gestes barrières. Les mesures qui sont prises aussi bien par le gouvernement que par la Sogema, il faut que nous arrivions à respecter ces mesures. Parce que la santé n'a pas de prix, il faut forcément que nous puissions exercer nos activités dans une parfaite santé. Notre santé est mise à rude épreuve face à la Covid-19. Pour être à l'abri, le port obligatoire du masque est l'une des mesures à respecter, même si les nouvelles habitudes imposées par le coronavirus changent notre mode de vie habituel.
Parlons à présent de la rentrée scolaire 2020-2021, une rentrée des classes qui rime déjà avec la chasse aux fournitures scolaires un peu partout au Bénin. À Cotonou, pas facile pour les parents de dénicher de quoi remplir un cartable vert, jaune, rouge. Malgré une concurrence accrue des fournitures scolaires importées, on arrive à trouver quelques-unes fabriquées au Bénin. Quels sont ces produits et quelle est la part des fournitures scolaires estampillées Made in Benin? Élément de réponse dans ce reportage. Ce sont des marques béninoises dont les logos font de plus en plus recette au rayon des fournitures scolaires. Sur cette liste de fournitures, les articles cochés au stylo bleu sont produits au Bénin. Nous sommes déjà fiers parce qu'aujourd'hui, sur la liste des fournitures, il y a des enseignants qui mettent cahier scolaire le papillon. C'est déjà une fierté pour nous. C'est une fierté parce que les Béninois ont compris que ces cahiers sont bons. Et ils écrivent sur les listes de fournitures cahiers ambassadeurs. Ils exigent ça dans les écoles. La totalité des manuels scolaires au programme sont estampillés vert, jaune, rouge. Un challenge réussi pour cet éditeur. Lara, en tant qu'éditeur de manuels scolaires, juste pour vous dire que nous avons constaté quelque chose dans le pays qui est la cherté et la rareté des manuels scolaires. Alors nous, notre rôle est d'aider la couche les plus défavorisées à avoir accès à ces livres-là. Alors nous nous sommes donné la tâche de nous rapprocher des auteurs afin de négocier une réédition de leurs livres pour permettre à ce que toutes les couches les plus défavorisées, surtout, à avoir accès à ces manuels scolaires. Voilà la raison qui nous a poussé à rentrer dans les manuels scolaires. C'est pour cela que nous sommes donné cette tâche d'appeler les experts de notre pays pour concevoir les manuels, les romans qui sont adaptés à nos réalités afin que ça puisse être étudié par nos apprenants. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui assez de manuels. Nous avons financé assez de recherches en scientifique, SVT, mathématiques, physique, chimie, technologie, tout ça. Et pour les romans, nous avons négocié la réédition auprès des auteurs afin de pouvoir diminuer très sensiblement le coût d'achat. À chaque rentrée, les produits fabriqués au Bénin augmentent et les clients de cette librairie en redemandent. Les cahiers fabriqués au Bénin, c'est des cahiers qui facilitent l'écriture aux enfants au cours primaire. Les enfants en cours d'initiation se retrouvent bien avec les interlignes qui sont bien sortis. Je réclame souvent les produits béninois parce que je me dis que c'est l'économie de mon pays. J'ai plus confiance parce que la plupart des choses qu'on nous amène souvent, ce n'est pas la qualité. D'un, c'est un produit béninois. Deuxièmement, c'est un produit où vraiment c'est la qualité. Donc quand on l'utilise pour les enfants, tu sens que vraiment ça tient. Pour certains, peu importe la provenance, seul le prix compte. Je sais déjà que les cahiers sont imprimés au Bénin, les livres sont imprimés au Bénin, mais avec le stress des dépenses qu'on a à faire et le stress de la rentrée, se soucier du Made in Bénin, peut-être que la prochaine fois ou les prochains achats, je vais demander s'il y a des bics qui sont béninois. Bon, on ne fait plus la différence entre la chinoiserie et la béninoiserie, pourvu que ça coûte moins cher. Avec une meilleure qualité de produit et un coût abordable à tous, le Made in Bénin fait peu à peu son retour en force. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Élément de réponse avec Djibril Azonsi, il est ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour
met maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas, pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Autre fait de l'actualité nationale dans ce journal à travers la compilation des informations récentes réalisée par Ulvaeus Balogun. C'est la Nation en bref et en images. Les acteurs en charge de la filière Carité au Bénin ont procédé le week-end dernier à Parakou à la validation des documents visant à l'opérationnalisation du plan national de développement de la filière, puis à l'élaboration du plan de campagne 2021. L'objectif à court terme pour les différents acteurs intervenant dans la chaîne de production, de transformation et de commercialisation est de faire passer la production nationale de Carité de 170 000 à 210 000 tonnes et de transformer 60% de la production en beurre et produits dérivés d'ici 2022. En dépit de la pandémie du coronavirus et malgré la fermeture des frontières du Nigeria, la douane béninoise a fait des progrès remarquables au cours des 8 premiers mois de l'année 2020. Selon le directeur général des douanes béninoises, au titre de ces 8 premiers mois, 219 170 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de 75% par rapport aux prévisions initiales, alors que le Fonds monétaire international, dans sa revue, créditait le Bénin d'au moins 60%. Une performance estimée à 102% comme taux de réalisation. C'est le samedi 26 septembre prochain que les candidats désireux de compétir dans le cadre du recrutement de 100 gardes forestiers vont plancher en affrontant les épreuves orales et sportives. Dans un communiqué en date du 21 septembre 2020 et signé du ministre du Cadre de Vie, il est indiqué aux candidats que les épreuves vont se dérouler dans 6 grandes villes du Bénin, notamment au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, au CG1 de Natitengu, au stade de la Vie à Lokossa, au CG2 d'Abomey, au lycée Béanzin de Porte-Novo et au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Abomey-Calavi. Le même communiqué renseigne que les candidats sont attendus à 6 h du matin. Contre la propagation de la Covid-19 en Guadeloupe, l'île a pris des mesures restrictives telles que l'état d'urgence sanitaire, la fermeture des bars et restaurants à 22 h et le dépistage gratuit au Covid-19. Les précisions dans ce reportage. Longue file d'habitants. Il est à peine 7 h à Capesterre en Guadeloupe. Premier test Covid de la journée. Beaucoup attendent depuis des heures. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? 4h30. 4h30 du matin. On est arrivé à 6 h pour éviter de faire trop de queue. Voilà, et on fait quand même la queue. Le dépistage, gratuit, est ouvert à tous. Est-ce que tu as des signes cliniques? Tu tousses, tu as de la fièvre, des signes respiratoires, maux de gorge? Certains sont cas contact. Et je viens faire le test parce qu'il y a eu 2 cas dans mon travail. D'autres viennent surtout se rassurer. Ici, on est quand même en rouge. Et moi, je suis en contact en permanence avec le public. Mais impossible pour les infirmières de tester tout le monde. Les laboratoires sont sous tension. On peut avoir entre 200 et 300 personnes qui se présentent, mais on ne peut pas faire plus de 200 personnes par jour. Département français le plus touché,
la Guadeloupe peine à contenir l'épidémie. 28% des personnes testées sont positives, 5 fois plus que dans l'Hexagone. Plateforme Riposte, bonjour. Pour désengorger les standards des secours, les symptômes, ils datent de quand? un numéro d'appel unique. 120 coups de téléphone par jour, contre 60 cet été. Ils vont venir vous dépister chez vous. La Guadeloupe affronte en parallèle une épidémie de dingue. Les malades ont du mal à s'y retrouver. Ils nous décrivent leurs symptômes parce que parfois ils ne sont pas sûrs si c'est la dengue ou si c'est Covid parce qu'il y a des petites similitudes entre le virus du Covid et le virus de la dengue. Face à la multiplication des cas de Covid, la préfecture durcit le ton. Pas de vente d'alcool à emporter après 20 h dans les bars, les restaurants, extinction des feux à 22 h. Bonsoir les filles, du coup on va devoir fermer, donc je vais vous demander de quitter l'établissement s'il vous plaît. Ici, la mesure est respectée. Messieurs, dames, bonsoir, on va devoir fermer, je suis désolée. Mais les clients sont partagés. Il faut le faire. À contre-cœur ? Pas vraiment. En fait, si, un peu quand même. Je vois pas ce que ça change, soit on ferme directement l'établissement, soit on le laisse ouvert pour moi. Passez une bonne fin de soirée, rentrez bien. La fermeture partielle pèse lourd, moins 70% de chiffre d'affaires ici. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.